Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Les sénateurs poursuivent l'examen de la réforme de la fonction publique et ils ont débattu hier de la déontologie des fonctionnaires. Ce texte renforce les contrôles déontologiques et confie les compétences de la commission de déontologie qui dépendait du Premier ministre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, organe indépendant créé en 2016. Et dans ce débat, il a été question de l'affaire Benalla puisque les sénateurs ont renforcé le contrôle des collaborateurs du président de la République et notamment de leurs activités privées. Tout de suite, le débat des sénateurs. À l'article 16, une demande de prise de parole et je vais la donner immédiatement. Monsieur Jérôme Durain. Merci Madame la Présidente. Ce sujet nous semble assez central dans le projet de loi. Les questions de déontologie de la fonction publique sont sous le regard de la société, de nos concitoyens. On a coutume de prêter à la fonction publique beaucoup de défauts et les cas de passage de hauts fonctionnaires vers le secteur privé font les manchettes des quotidiens et nous valent beaucoup de commentaires qui alimentent un climat qui n'est pas toujours très sain dans notre vie publique et dans notre vie politique. On a, avec cette proposition de fusion de la commission de déontologie de la fonction publique et de la haute autorité et de restriction de son périmètre de contrôle, des inquiétudes très fortes dans notre groupe sur ce qu'il adviendra à l'avenir des capacités réelles d'examen de la déontologie des mouvements vers le privé, de pantouflage, de retour du privé vers le public, de rétro-pantouflage, avec des départs vers le privé qui ne seront plus automatiquement contrôlés. Le contrôle de l'entrée dans le secteur public après une activité dans le privé qui sera elle aussi moins contrôlée. La portée des avis rendus par ces instances qui seront moins puissantes et moins effectives. Et finalement, d'une manière générale, un affaiblissement de ce qui devrait être au cœur de la fonction publique, à savoir une incontestable approche déontologique. Donc pour toutes ces raisons, nous avons déposé des amendements pour essayer de conforter le dispositif existant et essayer d'améliorer les propositions qui ont été faites par le gouvernement avec ce texte, même si nous reconnaissons que la commission des lois a travaillé sur ce sujet et a elle-même fait beaucoup d'amendements, mais nous sommes très vigilants sur ce sujet parce que nous considérons qu'il y a là une forme de péril pour l'image de la fonction publique et la qualité du débat politique dans ce pays. Toujours pour une demande de prise de parole sur article, monsieur Loïc Hervé. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, avant d'aborder l'article 16, évoquer et rappeler d'où nous venons et où nous allons en matière de déontologie. D'où nous venons d'abord, d'une situation peu satisfaisante. Il faut rappeler que la commission de déontologie placée auprès du Premier ministre n'a pas eu les résultats escomptés. Je rappelle à ce titre que 61% des avis sont rendus de manière tacite, implicite, faute d'instruction du dossier, et cela n'est évidemment pas acceptable. Le Sénat a fait de nombreuses propositions depuis 3 ans, que ce soit par l'intermédiaire de la commission des lois ou de la commission d'enquête sur les mutations de la haute fonction publique. Je vous rappelle que nous avons été les premiers à proposer en 2016 la fusion de la commission de déontologie et de la HATVP. Il a été suivi par l'Assemblée nationale alors que le gouvernement était plus réservé sur ce sujet, et le fait de passer d'une commission administrative dépendant de l'exécutif à une autorité administrative indépendante est une évolution tout à fait significative. Et pour aller essayer de convaincre notre collègue Durain qui vient de s'exprimer, moi je pense que c'est une évolution qui va vraiment dans le bon sens. Où nous allons vers un contrôle renforcé de la HATVP sur les cas les plus sensibles. Comme l'a dit Pierre-Yves Collombat en commission, l'enjeu n'est pas de contrôler un professeur qui ouvre une pizzeria, mais bien les cas les plus problématiques. La Commission a substantiellement renforcé le texte de l'Assemblée nationale au bénéfice de cette autorité administrative indépendante qu'est la HATVP. Elle a notamment renforcé le contrôle du rétro-pantouflage pour les agents qui viennent du secteur privé, et ainsi la haute autorité serait compétente pour 7 615 emplois contre 228 dans le texte du gouvernement. Nous avons également amélioré le suivi des réserves de la haute autorité, en confortant ces dispositifs d'investigation et en prévoyant
une sanction pénale pour les agents qui ne seraient pas coopératifs. De même, la Commission refuse que le gouvernement mette la main sur la haute autorité en tentant de reconstruire une commission de déontologie bis à l'intérieur même de la haute autorité. La HATVP est une autorité administrative indépendante, elle doit le rester. Ne tombons pas dans l'extrême inverse, la mobilité des agents vers le secteur privé n'est pas interdite, bien au contraire. À nous de prévoir les contrôles déontologiques adaptés tout en refusant la chasse aux sorcières, en prenant en considération le déroulement de la carrière des fonctionnaires. Je le dis, c'est important. Quand vous avez une personne qui va aller du secteur public au secteur privé, que cette personne est âgée d'une 50aine d'années, le fait qu'elle envisage dans sa carrière cette évolution-là, ça doit être pris en compte aussi avec une forme de bienveillance vis-à-vis d'une personne et non pas simplement d'un numéro qu'on va traiter avec des critères. Enfin, je voudrais évoquer les modalités de publicité des avis de la haute autorité qui seraient, si l'on en reste à la rédaction qui a été proposée par la commission des lois, rendus publics à la discrétion de la commission de la haute autorité elle-même. Merci. Monsieur le ministre, vous souhaitiez prendre la parole, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Sur cette question de la déontologie, le gouvernement avait 3 objectifs initiaux. Le premier, c'était de recentrer le travail de la commission de déontologie sur les cas les plus à risque. Et monsieur le rapporteur l'a évoqué. La commission de déontologie, depuis 2016, examine plusieurs milliers de cas par an. Pour les 2 tiers d'entre eux, c'est un accord tacite qui est donné, considérant que la profession exercée dans le secteur public n'amène pas de risque déontologique. Et donc la volonté de recentrer l'examen systématique des dossiers sur les professions à risque s'inscrit dans une volonté d'efficacité. Le deuxième objectif, qui est atteint lui aussi, consiste à créer un contrôle retour ou entrée. Monsieur Durand l'a évoqué, la question du retour du secteur privé vers le secteur public n'était pas prévue de manière systématique. Autant il y avait trop de postes qui faisaient l'objet d'un contrôle systématique à la sortie, nous restreignons ce champ en laissant au supérieur hiérarchique la possibilité de saisir en cas de doute la commission de déontologie, autant le retour ne donnait lieu à une saisie de la commission de déontologie que sur l'initiative du supérieur hiérarchique, sans qu'il y ait de contrôle systématique, y compris pour les postes à risque. Nous créons ce contrôle systématique retour et nous créons un contrôle systématique à l'entrée pour contrôler la situation de déontologie de celles et ceux qu'on recruterait comme contractuels sur des emplois de direction. Et enfin, nous avions un objectif de publicité des avis. Nous avons quelques divergences avec la commission des lois du Sénat sur les modalités, mais nous allons en discuter dans quelques instants. Les députés de la majorité, accompagnés par les députés de 5 autres groupes de l'Assemblée nationale, ont souhaité aller plus loin et fusionner la commission de déontologie et la HATVP. Le gouvernement y a souscrit, permettant ainsi à la commission de déontologie d'aller vers le statut d'une autorité administrative indépendante. Il s'est posé la question d'une formation spécialisée pour les cas de déontologie, le rapporteur l'a évoqué, c'est un point de divergence. Il s'est aussi posé la question de la composition de ce nouveau collège de la HATVP, avec 6 magistrats désignés par le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation, 6 personnalités qualifiées, et dans le texte voté par l'Assemblée nationale, 2 sont nommés par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat et 2 par le gouvernement, disposition à laquelle j'ai dit mon attachement lors de l'intervention générale. Je crois véritablement que nous renforçons le contrôle déontologique par plus de publicité, par un contrôle systématique sortie, ou plutôt aller, retour et entrée dans la fonction publique ou en dehors de la fonction publique pour les postes à risque, et par la possibilité de donner à la commission de déontologie le statut d'une autorité administrative indépendante. Bien, à présent, nous allons examiner 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 497 est un amendement du gouvernement, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement souhaite par cet amendement apporter des précisions à la manière, à l'autorité à laquelle est transmise la déclaration d'intérêt et transposer le dispositif aux militaires. Dans le droit actuel, la déclaration d'intérêt est d'abord transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui la transmet ensuite à l'autorité hiérarchique en charge de procéder à l'analyse du contenu de cette déclaration. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut parfois être directement le président de la République ou le Premier ministre, ce qui ralentit évidemment le traitement de la déclaration. Aussi, nous souhaitons que, afin de garantir une bonne gestion de ces déclarations d'intérêt, le destinataire initial puisse être, selon le cas, soit l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit l'autorité hiérarchique de l'agent,
et les modalités de transmission des déclarations entre ces deux autorités seront ensuite prévues par décret. Et ces modifications seraient également transposées aux militaires. L'amendement 244, Monsieur Savoldelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc c'est un amendement de mon collègue Pierre-Yves Collombat, dont j'aurais pas le brio et pas forcément les mots les plus acérés pour le défendre, mais je vais le faire. Ce projet de loi se propose de rendre obligatoire pour les fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, de faire une déclaration donc à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avant leur nomination ou avant de demander une autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou souhaitant cesser définitivement ou temporairement ses fonctions. Notre groupe soutient ce dispositif. Mais nous ne souhaitons pas laisser à un décret en Conseil d'État le soin de définir la liste de ces emplois. Notre amendement se propose donc de lister nommément les fonctions qui seront soumises à ces déclarations et contrôles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette liste permettra d'éviter, excusez-moi l'expression un peu triviale, les trous dans la raquette, ou d'éviter sans doute quant à l'appréciation que fera le Conseil d'État de ces emplois. Le Conseil d'État étant lui-même le corps d'origine de beaucoup des fonctionnaires occupant ces emplois hiérarchiques qui seront contrôlés. Donc voilà le sens de l'amendement que nous défendons avec une insertion après l'alinéa 3 et de remplacer donc dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifie par les mots définis au premier article de l'alinéa 1 de l'article 25 de la présente loi. Et donc cet amendement propose que la loi définisse précisément les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifie une transmission préalable à la haute autorité avant toute nomination. Merci. Merci. Un amendement 142 rectifié bis, c'est Monsieur Durin qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que désormais seuls les fonctionnaires occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie seront contrôlés par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en cas de création ou de reprise d'une entreprise. Cette disposition revient sur un apport important de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui avait élargi le contrôle de la Haute Autorité à tout fonctionnaire, car l'exigence de déontologie et la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas l'apanage des seuls hauts fonctionnaires. Alors, je ne sais pas, pour reprendre les propos de M. Hervé, si ça concerne un fonctionnaire qui va fabriquer les pizzas ensuite. Évidemment, il faut avoir une certaine proportion, une certaine mesure, mais en tout cas, limiter, écrêter et ne s'intéresser qu'au sommet de la hiérarchie nous paraît insuffisant. Cette restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d'État la liste des emplois assujettis à ce contrôle. Par ailleurs, à quoi cela sert-il de créer une superstructure fusion de la HATVP et de la Commission de déontologie de la fonction publique si plutôt que de lui conférer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d'action? On se souviendra quand même qu'une partie de l'année dernière a été consacrée à des débats publics qui concernaient de la déontologie. On a vu qu'il valait mieux éviter de se fier aux seules cartes de visite et au profil de poste. Donc il me semble que l'actualité impose qu'on soit extrêmement vigilant sur ces sujets. L'amendement 492 est un amendement du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, le gouvernement est favorable à l'ajout par la commission des lois de la possibilité pour un agent de saisir directement la Haute Autorité en cas de défaillance de l'administration. Cependant, une telle saisine directe nous semble opportune uniquement dans les cas où la saisine de la Haute Autorité est obligatoire. Dans les autres cas, la saisine de la Haute Autorité doit demeurer une faculté relevant de l'appréciation de l'autorité hiérarchique, et cela d'autant plus qu'elle ne peut intervenir que si l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever le doute sur la situation de l'agent. La saisine directe de l'agent n'apparaît pas non plus adaptée dans l'hypothèse du contrôle préalable à la nomination sur un emploi sensible, l'administration devant pouvoir maîtriser seule son processus de recrutement. L'amendement 470 rectifié, c'est Monsieur Labbé qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un amendement proposé par ma collègue Josiane Costes. En premier lieu, nous nous félicitons que l'Assemblée nationale se soit inspirée de notre proposition de loi de renforcement de la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires adoptée le 14 février 2018. Ainsi, l'article 16 reprend la plupart des dispositions ayant fait consensus dans notre Haute Assemblée, et notamment l'absorption de la commission de déontologie par la HATPV et l'institution d'un contrôle de rétropantouflage.
afin de ne pas engorger la HATVP. Toutefois, l'article 16 prévoit une différenciation de la procédure de contrôle déontologique. La saisine de la HATVP sera en effet réservée aux cas les plus sensibles pour une liste d'emplois déterminée par décret en Conseil d'État. Dans les autres cas, le contrôle sera effectué par l'autorité hiérarchique avec possibilité de saisine du référent déontologue. Faute de centralisation des décisions prises par les autorités hiérarchiques, ce dispositif ne répond pas aux critiques de décisions disparates et imprévisibles exprimées contre l'ancien système par les personnes auditionnées par notre collègue Josiane Costes. C'est pourquoi nous proposons de le compléter par un système d'information de la HATVP de l'ensemble des décisions de mobilité prises sans que son avis soit requis et de doter la HATVP d'un pouvoir d'autosaisine afin d'intervenir sur les cas problématiques. Tel est l'objet de cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Oui, Madame la Présidente, le droit en vigueur est très clair. La déclaration d'intérêt d'un fonctionnaire est transmise à l'autorité de nomination, puis après la nomination, à l'autorité hiérarchique. Ces deux transmissions répondent à des logiques différentes. L'une permet d'apprécier le dossier du fonctionnaire au moment de sa nomination, l'autre permet de prévenir les conflits d'intérêts pendant l'exercice des fonctions. Le gouvernement souhaite dans certains cas supprimer la transmission à l'autorité de nomination, ce qui constituerait un recul, puisque l'autorité de nomination doit être suffisamment éclairée lorsqu'elle nomme un fonctionnaire sur un poste sensible. En outre, le renvoi au décret semble inopérant. La liste des destinataires des déclarations d'intérêt constitue une garantie fondamentale pour les agents et doit donc, de notre point de vue, être définie au niveau législatif. L'avis sera défavorable à l'amendement numéro... l'avis est défavorable sur l'amendement 497 du gouvernement. Avis défavorable également sur l'amendement 244 de Pierre-Yves Collombat qui vise à faire la liste des corps soumis à déclaration d'intérêt. Cette liste serait en réalité moins large que celle fixée par décret. Je rappelle qu'environ 7 500 agents publics sont aujourd'hui soumis à déclaration d'intérêt et que la liste fixée par décret inclut également des agents de collectivité territoriale, par exemple lorsqu'ils gèrent des marchés publics. Amendement 142 de M. Durin, avis défavorable également, puisqu'il maintient une saisine de l'instance déontologique pour tous les dossiers de cumul d'activité, comme c'est le cas depuis 2016. Or, la commission de déontologie est aujourd'hui noyée sous les dossiers, environ 3 500 dossiers de cumul d'activité chaque année. Et 61% des avis sont des avis tacites, faute de temps pour instruire cette masse de dossiers. Un ciblage des contrôles nous paraît plus efficace. Comme l'a indiqué Pierre-Yves Collombat, je le recite, l'objectif, c'est pas d'aller contrôler un professeur qui ouvrirait un commerce, une pizzeria en l'occurrence. Avis défavorable à l'amendement 492 du gouvernement. En commission, nous avons autorisé l'agent à saisir lui-même la haute autorité. Il s'agit notamment d'éviter que l'administration bloque la mobilité de l'agent concerné en refusant de saisir la haute autorité. Le gouvernement fait un pas vers nous en acceptant cette disposition pour les emplois les plus sensibles lorsque la saisine de la HATVP est obligatoire. Il est toutefois plus réservé lorsque la saisine de la haute autorité est facultative et laissée à la libre appréciation de l'autorité hiérarchique. Toutefois, pour des cas limite, les agents préféreront peut-être saisir la HATVP d'eux-mêmes pour avoir des certitudes. C'est pour nous un droit de l'agent que nous devons lui garantir. Notre version nous semble également beaucoup plus lisible. Et enfin, sur l'amendement 470 de Madame Coste présenté par Monsieur Labbé, demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Cet amendement qui vise à renforcer les capacités d'autodésigne de la haute autorité, il me semble globalement satisfait par les alinéas 36 à 38 permettant à la haute autorité de s'autosaisir dans un délai de 3 mois. Merci. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur les 4 amendements? Alors, concernant, Madame la Présidente, les amendements 244, pardonnez-moi, j'arrive plus facilement à lire de ce côté, 142 et 470, l'avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles exprimées par le rapporteur. Je note, comme Monsieur le rapporteur, que la liste proposée par l'amendement 244 de Monsieur Collombat serait plus restreinte que celle que nous envisageons, puisqu'elle ne concerne que des hauts fonctionnaires, alors que nous savons qu'un certain nombre de postes peuvent être occupés
par des agents de catégorie B ou C, tout en étant sensibles en matière de déontologie. C'est le cas notamment des chefs de service en marché public, dans la fonction publique territoriale par exemple. Pour le reste, le gouvernement ne partage pas l'appréciation du rapporteur sur les amendements 497 et 492, ce qui nous amène à les maintenir. Et le 470 est défavorable. Madame Taillé-Polian, pour explication de vote. Ensuite, Monsieur Marie. Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je crois que dans ce débat qui nous occupe, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à la situation de l'opinion publique. On a vu monter dans notre pays beaucoup d'émotions, beaucoup de mobilisation autour notamment de la question de la fraude fiscale. Mais on a vu monter aussi énormément, et pas à tort, beaucoup d'interrogations sur les questions de conflits d'intérêts, de déontologie entre des fonctionnaires, leurs missions, leurs allers-retours entre des missions de service public et le privé. C'est la raison pour laquelle nous sommes évidemment très favorables à la proposition qui avait été émise dans le cadre de la mission d'enquête du Sénat, notamment par Madame Coste dans sa proposition de loi, de la fusion de la HATVP et de la commission de déontologie. Mais nous ne devons pas, je dirais, en rester là sur une simple fusion administrative. Et je pense que nous devons vraiment donner la possibilité aux citoyens et aux citoyennes d'avoir vraiment toute garantie sur le fait qu'il n'y aura plus de possibilité de conflit d'intérêts dans notre administration, dans le privé, et il n'y aura plus ce flou laissé entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Et pour ce faire, il faut vraiment être large dans les missions de contrôle, d'investigation que va mettre en place la HATVP. Et pour cela, nous ne pouvons pas, à l'occasion de fusionner ces deux instances, déjà être dans un cadre où nous allons nous dire « Ah oui, mais alors ?» On n'aura pas les moyens de regarder ces 3000 dossiers. Si déjà nous nous mettons dans ce cadre, de dire on n'aura pas les moyens, on va donner des pouvoirs à la HATVP, lui conférer les missions de la commission de déontologie, mais d'ores et déjà, on acte entre nous que nous n'aurons pas les moyens sur 3000 dossiers, et bien, enfin sur un certain nombre de dossiers. Et bien là, je crois que nous faisons fausse route, nous n'allons pas suffisamment loin. Donc, et il est évident que dans le cas de la HATVP, si tout lui passe entre les mains, eh bien, il sera loisir aux agents de la HATVP, aux personnes qui seront en charge de passer très vite sur un certain nombre de dossiers comme ceux que M. Colomba, que nous allons souvent citer ce soir, je crois, car il a été vraiment à l'initiative sur ce dossier, de passer très vite, mais de voir quand même et éventuellement de repérer l'ensemble des dossiers qui pourraient faire problème et là, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y résoudre. C'est une grande préoccupation des Français aujourd'hui. Il faut que nous soyons à la hauteur. Merci. Monsieur Marie, pour explication de vote. Oui, très rapidement, comme ça vient d'être dit par ma collègue, nous ne sommes pas défavorables à la fusion du comité de déontologie et de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Encore faut-il s'assurer que cette superstructure sera plus efficace que les deux structures existantes. Et pour cela, encore faut-il qu'elle ait les moyens de son action. Nous sommes particulièrement inquiets sur la décision qui est prise par le gouvernement de revenir sur la loi d'avril 2016 qui faisait que l'ensemble des fonctionnaires qui sortaient de la fonction publique devait être contrôlé. Le décret peut être large. Vous nous indiquez, je crois, près de 7000 cas qui pourraient être contrôlés. Mais il n'y a pas que les hauts fonctionnaires qui peuvent être soumis à des conflits d'intérêts. Il y en a d'autres à tout niveau. Et si la nouvelle autorité indépendante est dotée des moyens conséquents et nécessaires, eh bien, elle aura toute la faculté d'examiner l'ensemble des cas. Et pour revenir sur ce que disait ma collègue, il y a aujourd'hui une exigence de transparence et de contrôle dans l'opinion publique qu'il faut prendre en considération. Et nous craignons que les dispositions que le gouvernement nous propose ne soient pas suffisantes et satisfaisantes pour l'opinion publique. Monsieur Labbé, pour explication de vote.
Oui, pour insister sur 2 points de l'amendement proposé par notre collègue Josiane Costes. L'institution d'un contrôle du rétro-pantouflage, parce que c'est un vrai sujet et qu'il y a lieu d'une réelle transparence par rapport à cela. Et également la possibilité, à sa discrétion, pour la HATVP, d'un pouvoir d'autosaisine sur les cas estimés les plus problématiques. Et donc j'insiste sur cet amendement que je continue de défendre. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 497 du Gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 244 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 142 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 492 du Gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et enfin, le 470 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous examinons à présent 2 amendements identiques. Le 452 rectifié, c'est Monsieur Labbé qui va nous le présenter. Je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Un amendement proposé par notre collègue Nathalie Delattre. Le présent amendement vise, dans la continuité de l'initiative de notre collègue Arnaud de Belenet en commission, à étendre la durée autorisée du temps partiel en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise en modifiant l'article 25 septies de la loi Le Pors. Il est question de faire passer cette durée actuellement de 2 ans plus 1 an renouvelable à 4 ans plus 1 an renouvelable. Selon la nature de l'entreprise créée ou reprise, un délai total de 3 ans, voire 4 ans, pourrait s'avérer insuffisant. L'objectif est de permettre aux agents publics souhaitant se reconvertir professionnellement de pouvoir le faire efficacement dans l'intérêt général. Il n'est en effet pas satisfaisant ni pour les agents, ni pour les services où ils sont affectés, ni pour les administrés, que des personnes effectuent leur mission de service à contre-cœur, faute de passerelles satisfaisantes. Merci. Le 552 rectifié n'est pas défendu. Aussi, je consulte la Commission sur son avis concernant l'amendement 452. Oui, Madame la Présidente, sur l'amendement de Madame Delattre, un fonctionnaire peut bénéficier d'un temps partiel pour créer son entreprise. Ce temps partiel est accordé pour une durée de 2 ans, renouvelable pour 1 an, soit un total de 3 ans. À l'initiative de Monsieur de Belenet, la Commission a étendu ce délai à 3 ans, en maintenant la possibilité de renouvellement d'1 année, soit un total de 4 ans. Et l'amendement de Madame Delattre, ce soir, défendu par le collègue Labbé, propose d'augmenter à nouveau ce délai qui serait maintenant fixé à 4 ans, renouvelable 1 an, soit un total de 5 ans. Il s'agit de laisser aux fonctionnaires le temps de s'assurer de la viabilité de son entreprise, ce que nous pouvons tout à fait concevoir et soutenir. En outre, l'autorité hiérarchique pourra toujours refuser d'accorder ce temps partiel pour les nécessités du service, qui paraît une mesure de bonne administration. L'avis est donc favorable à cet amendement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. Il nous semble que cet amendement est satisfait dans la mesure où le Gouvernement a déjà accepté l'allongement de la durée d'autorisation du cumul d'activité de 3 ans à 4 ans proposé par la Commission et que nous ne souhaitons pas augmenter de nouveau cette durée afin de s'assurer de l'investissement nécessaire du fonctionnaire dans sa participation à l'exécution du service public. Donc ça m'amène à donner un avis défavorable à l'amendement, considérant qu'il est satisfait. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. À présent, un amendement 483 du Gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, il s'agit de préciser le champ des missions de la HATVP. Pour les avis sur les projets de texte et les recommandations de portée générale concernant leur application, il est prévu de retirer du champ de compétences de la HATVP les premiers alinéas de l'article 25 du statut général qui détermine les obligations des fonctionnaires. En effet, la HATVP n'a vocation à se prononcer, comme la commission de déontologie avant elle,
sur les principes déontologiques applicables aux fonctionnaires que dans le cadre de l'exercice de ses missions prévues aux articles 25 septies et 25 octies. Ces obligations vont au-delà de la seule question des conflits d'intérêts et n'entrent donc pas dans le champ de compétences de la HATVP. Il s'agit des questions de dignité, de neutralité du service public ou de principe de laïcité, ce qui ne relève évidemment pas du conflit d'intérêts. La mention du dernier alinéa de l'article 25 est conservée afin de permettre à la HATVP d'examiner les chartes ou guides déontologiques soumises par les administrations, s'agissant de toute disposition en matière de prévention des conflits d'intérêts. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Madame la Présidente. Il est favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Un amendement 155 rectifié bis. Madame Taillé-Polian va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit ici de mettre en œuvre la préconisation numéro 10 du rapport de la commission d'enquête sur les mutations de la haute fonction publique et d'assurer le fait de la centralisation pour permettre un contrôle effectif du respect des engagements de servir s'imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Sur cette question éminemment importante de la pantoufle et de son remboursement, nous aurons un débat après l'article 16 bis avec des amendements comparables déposés à la fois par le groupe socialiste et le groupe CRCE. Concernant cet amendement, notre avis est défavorable. Le contrôle de la pantoufle relève de l'administration et des écoles et non d'une autorité administrative indépendante comme la HATVP. Ministre, même avis. Madame Taillé-Polian pour explication de vote. Non, mais le sujet sera traité plus tard, donc je vais le retirer. Cependant, pour dire quand même qu'il y a aujourd'hui un réel problème dans le suivi. Le 155 rectifié bis est retiré. Le 85 rectifié sexies. Madame Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Oui, il s'agit ici d'inscrire véritablement dans ce texte le fait que la haute autorité aura un véritable pouvoir d'investigation des déclarations pour s'assurer dans le temps du respect des réserves qu'elle émet et évidemment pour lui permettre de fonder ses réserves. Il nous semble effectivement important de préciser qu'il y a là un pouvoir d'investigation qui va au-delà de la simple, je dirais, observation des documents qui pourraient lui être transmis. Quel est l'avis de la commission ? Alors cet objectif évoqué dans l'amendement de Mme Taillé-Polian nous semble déjà satisfait par le texte. La Commission a prévu aux alinéas 67 à 71 un dispositif d'investigation pour la haute autorité qui pourra mettre en demeure les intéressés, publier les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, saisir le juge pénal. Ainsi, nous vous demandons, Madame, le retrait de votre amendement et à défaut, nous rendons un avis défavorable. Monsieur le ministre. Madame Taillé-Polian, souhaitez-vous retirer cet amendement? Vous le retirez. Donc le 85 rectifié sexies est retiré. Trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 143 rectifié bis, et c'est Monsieur Marie qui va nous le présenter. Oui, merci. Il s'agit de la déclinaison de ce que j'ai évoqué en intervention sur article, à savoir la nécessité de donner les moyens nécessaires à la haute autorité et à supprimer la disposition qui prévoit que désormais seuls les fonctionnaires occupant un emploi dans le niveau hiérarchique où la nature des fonctions le justifie seraient contrôlés par celle-ci à l'occasion d'un départ dans le privé. Nous considérons que cette disposition revient sur un apport important de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne nous semble pas pertinent aujourd'hui de faire marche arrière sur ce sujet. Merci. Un amendement 72, c'est Monsieur Labbé qui va nous le présenter. Monsieur le ministre, mes chers collègues, un amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre. Comme cela a été plusieurs fois souligné dans notre hémicycle, l'absence de catégorisation des postes à haut niveau hiérarchique, communément appelé A+, constitue une difficulté pour l'établissement d'un système de contrôle déontologique satisfaisant au moment du pantouflage. Comme l'avait noté notre collègue Josiane Costes, ces agents de catégorie A+, sont pourtant les agents publics les plus mobiles vers le secteur privé.
Pour contourner cette difficulté, l'article 16 du projet de loi prévoit donc de renvoyer à un décret en Conseil d'État la charge de l'établissement d'une liste d'emplois sensibles justifiant une saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette solution ne nous apparaît pas satisfaisante dès lors que les membres du Conseil d'État figurent justement parmi les plus mobiles des catégories A+, et que le système de liste est rarement satisfaisant. Leur exhaustivité est toujours contestée. Un système alternatif pourrait être envisagé, et c'est précisément l'objet de cet amendement. Il s'agirait de responsabiliser davantage l'autorité hiérarchique en lui confiant l'appréciation de la nécessité de transmission à la haute autorité, tout en prévoyant des sanctions dissuasives pour prévenir toute sous-transmission. Cette solution aurait pour avantage de permettre de soumettre la question de la transmission à la haute autorité, à l'autorité la plus à même de connaître le degré de sensibilité des informations dont l'agent concerné aura eu connaissance du fait des natures de sa fonction ou de sa place dans la hiérarchie. Tel est l'esprit de cet amendement. Et enfin, l'amendement 489, un amendement du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. La Commission des lois a introduit de nouvelles sanctions pénales en Commission des lois, prévoyant la condamnation notamment d'un agent public, avec des condamnations pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende si cet agent ne communique pas des informations à la HATVP ou ne défère pas à ses injonctions. C'est un débat qui a été tenu aussi à l'Assemblée nationale et nous souhaitons rétablir les dispositions de l'Assemblée telles qu'issues du débat. En effet, nous considérons que de tels faits peuvent déjà faire l'objet de sanctions sévères en cas d'absence de saisine préalable de la haute autorité, des sanctions disciplinaires pour les agents en fonction, des retenues sur pension à hauteur de 20% lorsque le fonctionnaire est retraité, la fin du contrat de travail conclu avec un employeur privé s'il est contraire aux dispositions qu'on vient d'évoquer, et enfin l'impossibilité de recruter pendant 3 ans un agent contractuel. Donc nous estimons que ces sanctions disciplinaires renforcées, avec la création d'une sanction nouvelle qui est la fin du contrat de travail si celui-ci n'est pas conforme aux préconisations de la haute autorité, sont suffisantes sans devoir aller jusqu'à un niveau pénal. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de ces dispositions intégrées en commission des lois. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces 3 amendements ? Alors, comme je l'ai évoqué précédemment, l'avis, Madame la Présidente, sera défavorable sur l'amendement de M. Durain, qui prévoit de saisir la haute autorité pour tous les cas de pantouflage. Nous privilégions un contrôle ciblé, décentralisé, sur les cas les plus problématiques, afin de ne pas noyer d'emblée la haute autorité. L'avis sera défavorable également sur l'amendement de Madame Delattre, visant à aller encore plus loin dans la décentralisation des contrôles, à l'inverse des propositions qui ont été émises par le groupe socialiste et républicain. Pour plus d'efficacité, certains dossiers doivent remonter directement à la haute autorité pour éviter tout risque de collusion entre l'agent et son responsable hiérarchique. C'est notamment le cas pour les directeurs d'administration centrale comme pour les DGS des grandes collectivités. Concernant l'amendement gouvernemental, la Commission a prévu une sanction pénale d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsqu'un agent public ne défère pas aux demandes de la HATVP. Il s'agit d'une sanction dissuasive pour assurer l'efficacité des contrôles de la HATVP dans le suivi de ses réserves. Une peine similaire existe d'ailleurs pour les élus locaux. Dans l'affaire dite Benalla, la commission d'enquête avait regretté que la commission de déontologie ne dispose pas d'outils de droit pénal pour renforcer ces contrôles. C'est pourquoi nous rendons un avis défavorable sur l'amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement sur les 2 premiers amendements? S'il n'y a pas de demande d'explication, Madame Taillé-Polian, je vous en prie. Sur le premier, le 143 ? Oui, sur la discussion d'une manière globale, parce que même si nous n'avons pas la même vision de la solution à apporter, quand même il y a un certain nombre d'éléments de diagnostic qui sont communs à l'amendement porté par Monsieur Durain et défendu par Monsieur Labbé. C'est le fait de se dire qu'il ne faut pas restreindre d'emblée et immédiatement le champ des investigations. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui, dans notre époque malheureusement, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des abus et des dérapages, le soupçon.
Or, que le gouvernement propose une liste dans le cadre d'un décret au Conseil d'État, eh bien, je pense que cela ne favorise pas, cela ne permet pas de lever totalement le soupçon. Parce que dans un certain nombre de cabinets, dans les directions d'administration centrale, au Conseil d'État, bien évidemment, il y a beaucoup de fonctionnaires de catégorie A+, qui font partie de ces grands corps qui sont, et cela a été dit et redit dans le cadre notamment de la mission d'enquête présidée par M. Delahaye, dont le rapporteur était M. Colomba, c'est aussi ces grands corps qui sont remis en question dans leur fonctionnement. Et donc, je pense qu'il serait tout à fait négatif en termes de la façon dont nous adressons à nos concitoyens, de leur dire, eh bien oui, nous prenons ce projet, nous prenons ce problème, à bras le corps, et donc nous ne privons pas la haute autorité d'investiguer sur les dossiers dans leur complétude, et nous ne faisons pas une liste qui serait déterminée par tel ou tel, et donc par là même soumise à un certain reste de soupçons qui pourrait subsister. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour quelque chose de très très large, même si évidemment la HATVP n'aurait pas, selon nous, à traiter par le menu chacun des dossiers, mais lui laisser la capacité de regarder dans l'ensemble les différents dossiers. Voilà, ça complète également l'intervention que j'avais faite initialement, parce que vraiment, il nous semble que c'est très très important de donner cette vision de grande transparence à nos concitoyens. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix l'amendement 143 rectifié bis avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 72 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 489 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté. Un amendement 584, c'est Madame Di Folco qui va nous le présenter ou c'est Monsieur Hervé? De coordination, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi une lecture peut-être un peu technique à cette heure tardive, mais vos rapporteurs, proposent, au titre de la coordination légistique, la suppression de l'alinéa 24 qui abroge les grands 7 et grands 8 de l'article 25 octies. Or, il est nécessaire, d'une part, d'abroger les dispositions actuelles des 7 et 8 du 25 octies qui prévoient respectivement la composition de la commission de déontologie ainsi que l'élaboration d'un décret en Conseil d'État qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Ces dispositions ne sont en effet plus nécessaires car la composition et les règles d'organisation de la HATVP relèvent de dispositions spécifiques. D'autre part, la réécriture de nouvelles dispositions à l'article 25 octies conduit à renuméroter l'article et rétablir le 7 qui prévoit la possibilité d'autosaisine du président de la HATVP. C'est ce qui nous amène, même si c'est de la coordination, à avoir un avis défavorable à ce stade. Je vais mettre aux voix l'amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption. C'est l'amendement de la commission. Qui est contre? Il est adopté. Un amendement du gouvernement, le 485, Monsieur le ministre. Le gouvernement est favorable à l'élargissement du périmètre des emplois, notamment dans les versants territorial et hospitaliers, pour lesquels les nominations sont soumises à un contrôle systématique de la HATVP lors du retour ou de l'arrivée dans la fonction publique après une expérience dans le privé. Cependant, nous considérons que le champ adopté en commission conduit à ce que tous les emplois supérieurs soient soumis au contrôle systématique de la HATVP, y compris certains emplois qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêt. C'est un champ très large qui risque, selon nous, d'entraîner une dispersion du contrôle et d'empêcher que celui-ci soit suffisamment approfondi sur les cas les plus sensibles. Or, concentrer l'action de l'autorité indépendante sur les dossiers les plus sensibles constitue un des axes essentiels de la réforme proposée et adoptée à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous proposons une restriction du champ dans le présent amendement. Pour les autres emplois de direction de la fonction publique qui seraient exclus du contrôle systématique, il appartiendra et il sera toujours possible à l'employeur d'apprécier le risque en lien avec le référent déontologue et en cas de doute de saisir la haute autorité. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur l'amendement du gouvernement? Madame la Présidente, la Commission a salué le nouveau contrôle du rétropantouflage lorsqu'un fonctionnaire revient du secteur privé ou qu'un contractuel vient du monde de l'entreprise. Le texte de l'Assemblée nationale était toutefois très timide. Il concernait
uniquement 228 emplois de la fonction publique de l'État. La commission a substantiellement élargi ce périmètre. Elle a adopté un principe simple, prévoir un contrôle du pantouflage pour tous les postes de direction que l'article 7 a ouvert aux agents contractuels. Avec son amendement 485, le gouvernement propose un compromis et nous l'en remercions. Notre rédaction nous semble plus efficace car elle intègre par exemple les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de services déconcentrés et même les DGS des collectivités des communes de plus de 40 000 habitants. Potentiellement, cela peut paraître large. Toutefois, l'ensemble de ces postes ne seront pas occupés par des contractuels et l'efficacité des contrôles de la HATVP n'en sera pas affectée. Par contre, je suis ouvert sur le grand 1 de l'amendement permettant au gouvernement de fixer par décret en Conseil d'État le délai pour examiner les cas de rétropantouflage. Le délai de 2 mois est peut-être trop long. Dans cette hypothèse, il ne faut pas bloquer trop longtemps ces nominations. Alors, je demande un vote par division, un avis favorable au grand 1, un avis défavorable au grand 2. Très bien. Mes chers collègues, je vais donc procéder conformément à la demande de la commission, à vote par division. Je vais mettre aux voix le grand 1 avec un avis favorable de la commission qui est pour son adoption. Et à présent, donc il est adopté. Et à présent, je vais mettre aux voix le grand 2 avec un avis défavorable de la commission qui est pour son adoption, qui est contre. Il n'est pas adopté. Par conséquent, je mets aux voix l'amendement 485 ainsi modifié, qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Le 354 rectifié, c'est Madame Billon qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement est déposé par la présidente Catherine Morin-Desailly, très investie forcément sur ces sujets et qui avait interpellé le gouvernement récemment lors d'une question d'actualité au gouvernement. Cet amendement vise à lutter contre le pantouflage et le rétropantouflage des hauts fonctionnaires en conditionnant leur recrutement à la protection de la souveraineté nationale, notamment vis-à-vis des GAFAM. Depuis l'éclatement du scandale Cambridge Analytica en 2016, très peu a été fait pour endiguer l'influence des acteurs du numérique sur nos secteurs stratégiques et notre modèle démocratique. Pire encore, il semble régner au sein des hautes sphères de l'État une sorte de connivence vis-à-vis des géants de l'Internet. Les exemples ne manquent pas. En 2017, le directeur général de l'ARCEP, le régulateur des télécommunications, a été recruté comme directeur des affaires publiques de Google avant de remettre 2 ans plus tard un rapport au président de la République sur la régulation des plateformes dans le cadre d'une mission effectuée auprès de Facebook. En avril 2018, c'était le directeur du numérique pour l'éducation au sein de l'éducation nationale qui s'apprêtait à rejoindre Amazon. Les géants du numérique ne se contentent pas d'aspirer les fonctionnaires des grands corps de l'État, ils s'infiltrent dès les études supérieures pour attirer les étudiants des grandes écoles. Ainsi, en mars 2018, Google et l'école polytechnique ont lancé une chaire en intelligence artificielle. Le directeur général de Palantir France, le géant du Big Data et client historique des services de renseignement, dont la DGSI, intervient dans le cadre d'un enseignement dédié au Big Data et Government à Sciences Po. Il y a urgence à établir un cordon sanitaire entre les grands corps de l'État et les entreprises privées. Il en va de notre souveraineté et de la protection de nos intérêts. Cet impératif passe par la formation et la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux enjeux liés au numérique et le renforcement du pouvoir et des compétences de la haute autorité pour la transparence de la vie publique HATVP. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Madame la Présidente, l'avis de la Commission sera un avis favorable, car la Haute Autorité devra, de notre point de vue, devrait vérifier que le départ dans le secteur privé d'un fonctionnaire ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale. Et l'amendement de Catherine Morin-Desailly par la voix d'Annick Billon ce soir et les exemples qui ont été cités démontrent qu'il y a un sujet, comme d'ailleurs l'actualité très contemporaine. Notre séance de questions au gouvernement tout à l'heure le démontre également. Ce sont des exemples qui sont éloquents et qui doivent nous faire réfléchir, et même plus que réfléchir. Les allers et retours, parfois au-delà d'être suspects, démontrent des proximités qui sont, de notre point de vue, des proximités coupables. On pourrait ajouter le départ de certains fonctionnaires aussi,
vers un secteur sensible qui est celui de l'industrie de l'armement et qui peut poser le même type de questions. La question de la souveraineté nationale, c'est une acception large. On en a absolument conscience. Reste à savoir si et comment la Haute Autorité sera en mesure d'apprécier ce nouveau critère que nous proposons de lui attribuer. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Lors de l'examen des demandes des agents publics, la Haute Autorité doit examiner si l'activité envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service public, si elle contrevient à tout autre principe déontologique et si elle ne risque pas de placer l'agent dans une situation de commettre le délit de prise illégale d'intérêt. Il nous semble que sur les premiers items, la compromission ou la mise en cause du fonctionnement normal, de l'indépendance ou de la neutralité du service public, nous couvrons les risques que la présidente Morin-Desailly souhaite couvrir avec son amendement. C'est la raison pour laquelle nous étions sur une demande de retrait ou à défaut d'un avis défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission et des... Monsieur Durin, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, je voulais dire qu'au nom de notre groupe, nous allions voter favorablement à cet amendement qui nous paraît extrêmement intéressant, très étayé et qui correspond à une vraie problématique. Donc on apportera nos voix à cet amendement. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote ? Je vais mettre aux voix l'amendement 354 avec un avis favorable de la commission, défavorable du Gouvernement, qui est pour son adoption. Qui est contre ? Il est adopté. Nous examinons deux amendements identiques. Le 465 rectifié, c'est Monsieur Labbé qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, un amendement encore proposé par notre collègue Nathalie Delattre. Une étude publiée en 2016 par l'ENA, intitulée poétiquement « Que sont les énarques devenus ?», soulignait la mobilité externe supérieure des anciens élèves de la prestigieuse école sortie classée dans les grands corps. Selon les chiffres disponibles, 85% des anciens élèves auraient durablement quitté l'État, et pas définitivement, il faut le souligner, mais selon leur corps d'origine, une part significative effectue des passages en entreprise, 75% pour les membres de l'IGF, 45% pour ceux de la Cour des comptes, 37,7% pour ceux du Conseil d'État. Dans ces corps, la mobilité vers le secteur privé est devenue de façon coutumière une étape de carrière, et ce, avant même que la lutte contre les conflits d'intérêts devienne une préoccupation pour les pouvoirs publics, s'étant notamment traduite à partir des années 90 par l'adoption des lois Sapin 1. Pour autant, à présent que la lutte contre les conflits d'intérêts est devenue une priorité et que celle-ci est nécessaire pour maintenir la confiance de nos concitoyens dans nos institutions démocratiques, il serait contre-productif de vouloir la concilier avec la préservation des intérêts personnels des anciens élèves de l'ENA, en prévoyant dans le dispositif destiné à s'assurer que leur mobilité vers le secteur privé n'est pas préjudiciable pour l'intérêt général, que leur carrière doit être prise en compte. Il y a la confusion des genres. Nous considérons en effet que la Haute Autorité n'a ni la vocation ni la compétence pour devenir une sorte d'antichambre des ressources humaines de l'ENA. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette mention. Monsieur le ministre, pour un amendement identique du Gouvernement, vous considérez qu'il est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ? Je précise que notre commission souhaite que la Haute Autorité prenne en considération le déroulement de la carrière de l'intéressé. Il s'agit de bien mettre de l'humain dans la prise en considération, non pas d'un dossier, mais d'une personne qui a derrière le cas qui sera évalué par la Haute Autorité, et de prendre en considération le déroulement de sa carrière. Ça veut dire de prendre aussi en compte, par exemple, son âge. Une personne de 50 ans qui va du public au secteur privé, c'est pas tout à fait de la même manière que quelqu'un qui a 10 ou 15 ans de moins. Et donc, cette prise en considération, c'est simplement pour te dire, dans un moment où on parle de bienveillance, de regard
c'est pas d'introduire la subjectivité. La Haute Autorité a la capacité à évidemment lever tous les conflits d'intérêts qu'elle serait amenée à trouver, mais elle doit le prendre avec une prise en considération, parce que derrière les avis qu'elle serait amenée à rendre ou les réserves qu'elle serait amenée à émettre, eh bien, il y a une réalité professionnelle d'une personne et de son déroulement de carrière. Il s'agit d'une proposition qui a émergé pendant les auditions, parce que les avis de la Haute Autorité peuvent parfois tout simplement bloquer la carrière d'un fonctionnaire qui est parfois contraint de partir à l'étranger pour se reconvertir, ce qui constitue une perte en capital humain, non seulement pour l'administration, mais je dirais même pour le pays. Avec la rédaction de la commission, la Haute Autorité placera le contrôle des conflits d'intérêts au premier plan, c'est son rôle, mais elle devra toutefois prendre en considération, à titre subsidiaire, le déroulement de carrière de la personne dont elle sera amenée à prendre en compte la situation. Cette rédaction nous semble équilibrée. Bien sûr, l'idéal serait qu'une direction des ressources humaines de l'État s'occupe de ces hauts potentiels. Ce n'est malheureusement pas le cas pour le moment. Donc c'est un avis défavorable à cet amendement. S'il n'y a pas de demande d'explication de... Monsieur Labbé, pour explication de vote, je vous en prie. Oui, pour insister quand même sur la notion de transparence. Lorsque vous parlez, monsieur le rapporteur, de bienveillance, on entre dans le subjectif. Et dès l'instant qu'on parle transparence, la transparence par les temps qui courent doit être très, très clairement affichée. Et donc je maintiens l'amendement et je souhaite vraiment qu'il soit adopté. Je vais mettre aux voix ces deux amendements avec un avis défavorable de la commission. Madame Lavarde, pour explication de vote, excusez-moi. C'est pas grave, Madame la Présidente, mais je crois que le rapporteur a réexpliqué là et a remis sur la table un sujet qui a déjà été évoqué hier. C'est vraiment l'absence de manque de gestion des ressources humaines pour ce qu'on appelle la catégorie A+, puisqu'elle existe pour l'instant à l'heure où je parle. Donc parlons-en en utilisant ces mots-là. C'est que hier, Monsieur le Ministre nous a parlé des 500 très hauts fonctionnaires au potentiel qui sont suivis effectivement par la direction par la DGAFP. Mais il y a tous les autres qui appartiennent à ces corps dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont plus ou moins bien suivis et qui ont en plus une carrière qui est loin d'être linéaire, puisque c'est leur vocation d'aller exercer dans différents endroits de la sphère publique en premier lieu, et parfois en faisant des allers-retours avec des entreprises qui peuvent être à mi-chemin entre le public et le privé. Et donc là, voilà, je pense que le rapporteur a vraiment insisté sur un point d'importance. Il faut créer une véritable ressource, une direction des ressources humaines pour ces personnes-là. Alors j'avais déposé un amendement qui n'a pas été retenu puisqu'il a été considéré comme relevant du pouvoir réglementaire. Mais il faut, je pense que le ministre entende ce message qui est fait ici et qui a été fait lors des auditions, qu'il faut s'occuper de ces personnes pour mieux les gérer, ce qui permettra notamment, je pense, d'éviter un certain nombre de départs vers le privé. Monsieur Bacher, pour explication de vote. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous sommes, j'ai regardé là, 3 ou 4, pas plus, à avoir été membres, là, ce soir, membres de la commission d'enquête qui s'est tenue l'année dernière, à l'initiative de Pierre-Yves Collombat, sur les mobilités et les impacts sur la République, les mobilités des très hauts fonctionnaires de l'État. Et j'entends bien, Monsieur Labbé, votre discours, mais il est un peu contraire à ce qu'a montré cette commission d'enquête. Et les conclusions de la commission d'enquête sont exactement celles que ma collègue Christine Lavarde, qui était membre de cette commission, vient de décrire. C'est plutôt les manques de l'État, les failles dans l'ensemble de la carrière et du déroulé de carrière des très hauts fonctionnaires, pour les appeler comme ça, ou A+, comme on disait dans l'ancien monde, eh bien, qui est important. Et votre amendement ne permet pas de résoudre ce genre de choses. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Labbé. Reprenez toutes les conclusions. Et je m'étonne, Monsieur le Ministre, que ce projet de loi qui va plutôt dans le bon sens, vous le savez, nous avions discuté ensemble, vous n'ayez pas assez lu les conclusions de ce rapport, et c'est bien cela qu'on peut vous reprocher. Merci. Madame Taillé-Polian, pour explication de vote.
On ne va pas refaire, merci Madame la Présidente, tous les débats de la Commission et prolonger inutilement la discussion ce soir. Mais juste pour dire que je partage ce qu'a dit Madame Lavarde sur le fait que nous avions abouti à la conclusion qu'une direction des ressources humaines pour les hauts fonctionnaires, donc les A+, parlons-en, ça a été créé, aurait été une bonne chose. Et notamment aussi un meilleur ajustement du nombre de postes dans ces écoles, puisqu'on a un petit peu gardé la même voilure que quand on avait beaucoup d'entreprises publiques dans le giron de l'État, ce qui n'est plus le cas. Donc effectivement, on a peut-être trop de hauts fonctionnaires par rapport au bon déroulement de leur carrière. Et donc, le fait de partir dans des entreprises qui auparavant d'ailleurs étaient publiques, qui sont passées dans le secteur privé. Bon, ça pour ma part, je le regrette, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un fait. Donc, une direction des ressources humaines pour gérer, oui, mais ce n'est pas dans le cas de la haute autorité que cela doit être effectué. Donc, à notre sens, c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement qui a été rédigé par Madame Delattre et présenté par Monsieur Labbé, même si nous sommes en accord avec, nous aurions été certainement en accord avec l'amendement proposé par Christine Lavarde sur la question d'une création d'une DRH pour véritablement donner sens à la carrière et éviter justement des départs dans le privé qui, pour certains, j'en suis convaincue, sont aussi liés au fait de rechercher une nouvelle dynamique de carrière. Mais je pense que ce n'est pas la seule raison qui pousse parfois à pantoufler. Malheureusement, il y a aussi l'attrait des très hautes rémunérations qui peuvent être offertes et qui parfois vont un petit peu à l'encontre du sens du service public que peut-être ces jeunes avaient donné à leurs études au départ. Mais en tout cas, ce n'est pas le rôle de la HATVP de le faire, à notre sens. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Deux mots pour à la fois justifier, ou expliquer en tout cas, le maintien de l'amendement 493 et le soutien cohérent avec à l'amendement 465 de Madame Delattre présenté par Monsieur Labbé. Deux mots. D'abord le premier pour dire que nous avons eu cet échange hier avec Madame Lavarde sur la question de la gestion de la carrière des hauts fonctionnaires. Au-delà des échanges que nous avons eus sur le caractère réglementaire ou législatif, c'est un sujet à la fois d'actualité et essentiel. Je forme le vœu que la mission menée par M. Thiriez et l'ensemble des contributions, rapports parlementaires, rapports d'organisations spécialisées ou d'organisations professionnelles et syndicales, nous permettront d'avancer sur ce sujet-là dans les mois qui viennent. Mais tout à fait sincèrement, je ne vois pas véritablement le lien avec le débat qui nous occupe sur cet amendement et sur les dispositions adoptées par la commission des lois. La Haute Autorité, lorsqu'elle sera amenée, dans le cadre de ces nouvelles compétences en matière de déontologie telles que prévues par le texte, à se prononcer sur le risque de conflit d'intérêts pour un agent public qui gagnerait le secteur privé. Elle a se prononcer de différentes manières. Soit elle considère que l'avis est favorable parce qu'il n'y a pas de risque déontologique. Et en cela, je ne vois pas ce que vient faire dans ce débat la question du déroulement de carrière du haut fonctionnaire, que le haut fonctionnaire ait 30 ans ou qu'il en ait 50. C'est lui qui choisit d'aller vers le secteur privé ou pas, et c'est lui qui choisit s'il en reviendra ou pas. Et si le haut fonctionnaire en question, par les choix qu'il présente, par la proposition qu'il fait à la Haute Autorité, reçoit un avis défavorable, nous avons dit explicitement que l'avis favorable ne serait pas public. Et s'il respecte l'avis défavorable, il reste dans son administration et il n'y a pas d'impact sur le déroulement de sa carrière, et la non-publicité des avis défavorables respectés fait qu'il n'y a pas d'impact sur la carrière. Si un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire soumis au contrôle de la Haute Autorité dans le cadre de ses compétences nouvelles de déontologie prend le risque d'outrepasser un avis défavorable et donc d'aller vers un risque de conflit d'intérêts, et que cela a des conséquences sur le déroulement de sa carrière, c'est sa responsabilité aussi. Et la Haute Autorité aura joué son rôle prudentiel, et on peut considérer, en particulier pour les hauts fonctionnaires, que s'ils n'ont pas le discernement nécessaire pour respecter un avis défavorable et ne pas l'outrepasser avec les risques que cela engendre sur leur situation disciplinaire, pénale ou de déroulement de carrière, c'est leur responsabilité ou leur irresponsabilité selon le point de vue que l'on prend. Et par conséquent, je suis assez surpris de la décision de votre commission des lois d'avoir intégré cette disposition, parce que sur un grand nombre d'aspects, le fait d'ajouter des sanctions pénales aux sanctions disciplinaires, le fait d'élargir le champ des contrôles systématiques par rapport à ce que le gouvernement avait prévu ou envisagé avec l'Assemblée nationale, vous êtes dans une position, en tout cas votre commission, est dans une position qui tente à être peut-être plus sévère ou plus rigoureuse
que la position initiale du gouvernement. Et pour un avis concernant des hauts fonctionnaires, votre commission devient soucieuse de l'impact sur le déroulement de carrière du fait que ce haut fonctionnaire respecte ou non l'avis qui lui est donné, ainsi que les réserves qui peuvent être assorties. J'entends M. le rapporteur faire une remarque sur la science de l'équilibre. Je ne pense pas que ce soit un équilibre. Et je pense au contraire que si on est haut fonctionnaire, je le répète, on a le discernement nécessaire pour respecter les avis de la commission de déontologie. Et si on ne les respecte pas, on s'expose aux compétences. Et si l'avis est favorable, c'est un choix en responsabilité que d'aller vers un secteur privé, en l'occurrence, avec la possibilité ou non d'en revenir, ou de ne pas aller vers le secteur privé pour préférer ou privilégier une carrière linéaire. Et ce sont les raisons pour lesquelles je soutiens évidemment, d'autant plus qu'il est identique, l'amendement de Mme Delattre présenté par M. Labbé, et pour lesquels je ne partage pas la position exprimée par le rapporteur il y a un instant. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques avec un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement, puisqu'il y en a un du gouvernement. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous poursuivons avec l'examen de l'amendement 488 du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à se préciser que le délai de 2 mois dont la Haute Autorité dispose pour rendre ses avis ne s'applique qu'aux demandes de création ou reprise d'entreprise et de départ vers le secteur privé, comme le prévoient les dispositions régissant le délai dans lequel la commission de déontologie rend ses avis dans ces 2 cas. Le délai applicable au nouveau contrôle préalable à la nomination, dit contrôle retour, sera en revanche déterminé par décret, comme prévu au 5 du 25 octiez dans sa nouvelle rédaction. Il sera inférieur à 2 mois pour ne pas freiner le processus de recrutement des agents publics. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Favorable, Madame la Présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 86 rectifié sexies, Madame Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à faire en sorte qu'il y ait un suivi annuel des réserves qui seraient émises par la HATVP sur les cas de déontologie. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Cet amendement rejoint le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyant que l'agent transmette une attestation annuelle à la haute autorité. Cette attestation semble toutefois particulièrement bureaucratique et aucune sanction n'est prévue lorsque l'agent transmet une attestation erronée. C'est pourquoi la Commission a préféré un autre système de contrôle qui lui a semblé plus efficace. Elle a ainsi renforcé les pouvoirs d'investigation de la haute autorité qui organisera d'elle-même ces contrôles. Elle pourra ainsi hiérarchiser les cas les plus problématiques, disposera d'un pouvoir d'injonction et pourra, le cas échéant, saisir le juge pénal. La haute autorité devra rendre compte de ces contrôles dans son rapport annuel. Elle pourra également en publier directement les résultats. Donc je confirme un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. J'avais émis des réserves sur l'adoption de l'adoption de ces dispositions par l'Assemblée et c'est la raison pour laquelle le gouvernement se rallie aux propositions de la Commission des lois du Sénat. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 486, monsieur le ministre, c'est un amendement du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, la version du projet de loi telle qu'issue de la Commission des lois du Sénat a pour effet de modifier la portée des avis rendus par la HATVP. En effet, aujourd'hui, seuls les avis de compatibilité avec réserve et les avis d'incompatibilité lient l'administration. Celle-ci peut donc parfaitement s'opposer au départ des agents, par exemple pour des raisons de bon fonctionnement du service public, et ce malgré un avis de compatibilité rendu par la Commission. Or, le projet de loi prévoit désormais que tous les avis, y compris ceux de la compatibilité, s'imposent à l'administration, et une telle disposition priverait l'administration de son pouvoir d'appréciation en cas de nécessité d'organisation de services et de risque de produire des situations de désorganisation des services. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir la rédaction antérieure sur ce point, tout en conservant l'ajout de la Commission concernant la notification de l'avis rendu par la HATVP à l'agent et à l'organisme de l'accueil. Enfin, cet amendement conserve la suppression de la disposition prévoyant la publicité systématique des avis voulus par la Commission des lois, mais supprime les précisions concernant les motifs de publication qui, à notre sens, ne relèvent pas du domaine de la loi. Ainsi, la haute autorité pourrait rendre publics les avis qu'elle rend, après recueil des observations de l'agent concerné,
ce serait une possibilité telle qu'est ouverte aujourd'hui, la possibilité pour la commission de déontologie au titre du 6 de l'article 25 octies. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Madame la Présidente, cet amendement du Gouvernement respecte la volonté de la Commission, qui est une volonté d'éviter la publication systématique des avis de la Haute Autorité, qui, s'il avait été conservé, poserait une vraie difficulté d'ordre constitutionnel, de protection des libertés publiques et notamment de protection des données personnelles. Il s'agit simplement de préciser que les avis de conformité ne lient pas l'administration. La HATVP peut refuser le départ d'un agent pour le bon fonctionnement du service, même lorsque la Haute Autorité émet un avis de conformité sur cette mobilité. L'avis de la Commission sur l'amendement du Gouvernement est favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui est pour son adoption, qui est contre, il est adopté. Le 449 rectifié, c'est Monsieur Labbé qui va nous le présenter. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, amendement encore déposé par notre collègue Nathalie Delattre. La question de la publicité des avis de la Haute Autorité en matière de contrôle des mobilités des fonctionnaires a déjà été discutée lors de l'examen de notre proposition de loi RDSE en février 2018. Nous entendons l'argumentation de nos deux rapporteurs et en particulier de Monsieur Loïc Hervé, qui s'inscrit dans la continuité des positions de notre Haute Assemblée lors de la loi pour une République numérique et sur les questions intéressant la loi, informatique et liberté. Pour autant, en cette matière précise, il nous paraît particulièrement nécessaire que soient soumis à la publicité les avis favorables assortis de réserves, sans quoi l'effectivité du contrôle de l'application de ces réserves serait considérablement affaiblie. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur ? Madame la Présidente, nous ne partageons pas l'objectif de cet amendement, Madame Delattre, objectif de publier tous les avis de compatibilité avec réserve, qui poserait une difficulté sur un plan constitutionnel, je le répète, question de liberté publique, question de protection des données personnelles. Nous faisons confiance à la Haute Autorité pour décider de publier ces avis et avons renforcé ses pouvoirs de contrôle des réserves. Qu'on s'entende bien sur l'objectif de la publication d'un certain nombre d'avis. Il s'agit de rendre public un certain nombre de ces avis de la Haute Autorité pour donner une forme de doctrine, de jurisprudence permettant de consolider que les fonctionnaires qui sont amenés à saisir ou à voir leur situation examinée par l'Haute Autorité puissent savoir quelles sont les pratiques de cette Haute Autorité que l'expérience lui a finalement permis d'acquérir. Et donc, cette publication systématique nous semble orthogonale avec cette publication au cas par cas voulue par la Haute Autorité. Elle en aurait le pouvoir intégral. En outre, cet amendement priverait les intéressés de garanties fondamentales du Code des relations entre le public et l'administration, notamment ce qui concerne le respect de leur vie privée. Et ça me paraît un élément suffisamment important en plus des autres pour rendre un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre ? Je vais mettre aux voix Monsieur Labbé, non. Je vais mettre aux voix l'amendement 449 rectifié avec deux avis défavorables. Qui est pour son adoption ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 447 rectifié, Monsieur Labbé. Toujours déposé par notre collègue Nathalie Delattre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le 11 de l'article 16 prévoit les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect des avis de la Haute Autorité. Je rappelle que la Haute Autorité n'aura à connaître que des cas concernant les emplois les plus sensibles, soit du fait des fonctions occupées, soit du fait du niveau hiérarchique, les autres cas étant traités par l'autorité hiérarchique. Il faut également rappeler que ces sanctions concerneront des personnes se soustrayant délibérément à l'avis de la Haute Autorité après notification. Rappelons qu'au pénal, la prise illégale d'intérêt est sanctionnée de 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. En l'état actuel du texte, ces sanctions apparaissent donc relativement légères. S'agissant du fonctionnaire en activité, le texte ne prévoit que la possibilité de poursuites disciplinaires et la fin anticipée du contrat dans le cas d'un agent contractuel. S'agissant des fonctionnaires retraités, il est prévu la possibilité d'une retenue sur pension limitée à 20% seulement de la pension versée.
Du fait de leur réseau étendu et de leur fine connaissance de l'administration, il n'est pas rare de voir des hauts fonctionnaires retraités recrutés dans des cabinets d'affaires à des positions particulièrement lucratives. Afin de permettre à l'administration de prononcer des sanctions plus dissuasives et proportionnées aux bénéfices tirés du non-respect des règles de prévention de conflits d'intérêts, il est donc proposé de supprimer le plafond de 20% de retenue sur pension prévu à l'alinéa 63. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Lorsqu'un agent n'a pas respecté les avis de la Haute Autorité, le projet de loi prévoit qu'une retenue sur pension de 20% peut lui être appliquée. L'amendement de Madame Delattre, présenté par notre collègue Labbé, vise à supprimer ce plafond. J'en partage les objectifs, mais cela soulèverait une difficulté sur le plan constitutionnel. Nous serions très proches de l'incompétence négative. Je préfère donc la rédaction du gouvernement, qui me semble plus sécurisée sur le plan juridique. Donc je préconise le retrait de cet amendement et à défaut, nous rendrons un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Je vais mettre aux voix l'amendement 447 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 487 est un amendement du gouvernement, monsieur le ministre. Effectivement, Madame la Présidente, la saisine directe de la HTVP par l'agent ne doit être possible qu'en cas de défaillance de l'administration, lorsque la saisine automatique de la HTVP est prévue. Il nous paraît donc injuste de sanctionner un agent qui ne saisirait pas directement la HTVP, mais qui aurait saisi son autorité hiérarchique, alors que dans le même temps, l'administration ne serait pas sanctionnée si elle-même ne transmettait pas la demande à la HTVP. Par ailleurs, nous avons une interrogation. Nous pensons même que la rédaction n'est pas opérante, car elle supprime la précision concernant les cas dans lesquels l'absence de saisine pénale préalable est sanctionnable, en l'occurrence le départ vers le secteur privé. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Madame la Présidente, nous ne sommes pas favorables à l'amendement du gouvernement. En se limitant au cas de pantouflage, il supprimerait la possibilité de lancer des poursuites disciplinaires lorsque l'administration ou l'agent ne saisit pas la haute autorité en matière de rétropantouflage ou de cumul d'activités. Notre avis est défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À présent, un amendement et un sous-amendement. Le 490, c'est un amendement du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de rétablir le renvoi à un décret en Conseil d'État pour permettre l'application des dispositions issues du projet de loi. Ce décret devra prévoir notamment les procédures applicables pour les contrôles exercés par les administrations ou encore les emplois soumis au contrôle systématique de la HATVP et bien d'autres dispositions pour rendre le dispositif opérationnel. Le sous-amendement, le 576, c'est monsieur le rapporteur, monsieur Loïc Hervé, qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, ce sous-amendement témoigne de l'allergie de la Commission des lois aux adverbes et à l'adverbe notamment en particulier. Et donc nous sommes favorables à l'amendement du gouvernement modulo l'adoption de notre sous-amendement. Oui. Quel est l'avis du gouvernement sur ce sous-amendement? Je vais mettre aux voix le sous-amendement 576 avec un avis de sagesse du gouvernement, un amendement de la commission, qui est pour son adoption. Et il est adopté. Et je vais mettre aux voix l'amendement 490 ainsi sous-amendé, qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Le 154 rectifié terre, monsieur Durin, qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Je cherche toujours à comprendre ce qui a pu inspirer à notre collègue Jean-Pierre Sueur cet amendement. Donc je vous en lis l'objet. Cet amendement propose de soumettre les collaborateurs du Président de la République et des membres de cabinet ministériel à un avis obligatoire de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsqu'ils créent une entreprise, en cas de départ vers le secteur privé à l'issue de leur fonction, avant leur entrée en fonction lorsqu'ils ont exercé dans le secteur privé au cours des 3 dernières années. Rétropantouflage, je pense que je trouverai un jour. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur?
Alors pour vous aider, mon cher collègue, nous allons vous dire que cet amendement de Jean-Pierre Sueur est à nos yeux très important. Il précise que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie lorsque les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la République créent une entreprise, partent vers le secteur privé ou en reviennent. Il s'agit d'une clarification nécessaire. C'est pour ces postes très sensibles, la saisine de la Haute Autorité doit être directe, sans marge d'appréciation de l'autorité hiérarchique. Et donc cet amendement s'inscrit dans les conclusions d'une commission d'enquête sénatoriale désormais célèbre sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. C'était l'affaire dite Benalla. L'avis est favorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Madame la Présidente. Tout à l'heure, nous avons accepté, vous avez voté, après un avis de sagesse, le sous-amendement des rapporteurs pour supprimer la mention, notamment les emplois. Cela signifie que dans le décret d'application de cet article, pour rendre opérationnel le dispositif, nous mettrons les emplois concernés, mais vous avez expliqué, monsieur le rapporteur, que c'était l'adverbe notamment qui déclenchait une forme d'allergie de la commission des lois. Il y aura donc un décret au terme de ce texte qui prévoirait la liste des emplois concernés par la saisie automatique. Dans la mesure où un décret va prévoir cette liste, il nous paraît inutile à ce stade, mais je vais prendre un engagement suivant, de préciser que telle ou telle catégorie d'emploi, et en l'occurrence les collaborateurs du président de la République, seraient automatiquement concernés. Engagement est pris au banc, donc c'est un avis défavorable, vous l'avez compris, mais engagement est pris au banc que dans le décret d'application de cet article 16, les emplois de collaborateurs de cabinets ministériels et de collaborateurs du cabinet du président de la République seront soumis au contrôle systématique. Ça sera dans le décret d'application et c'est le gouvernement qui prend cet engagement devant vous. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. Un amendement 585 rectifié au nom de la commission des lois. C'est monsieur le rapporteur qui va nous le présenter, monsieur Hervé Loïc. C'est un amendement de coordination, Madame la Présidente. Quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le ministre? Favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement, l'amendement 585, qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Et je vais mettre aux voix l'article 16. Il n'y a pas de demande. Monsieur Durin, pour explication de vote. Oui, dans ma prise de parole sur l'article, j'avais indiqué les réserves que nous avions. Force est de constater, à l'issue de cette longue série d'amendements, quand même, que beaucoup de progrès ont été enregistrés, beaucoup de propositions, beaucoup d'amendements qui viennent enrichir cet article. Et donc, notre groupe le votera résolument. Très joli. Je mets aux voix l'article 16 qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Les sénateurs ont donc renforcé le contrôle de la déontologie des fonctionnaires dans cette réforme de la fonction publique. Ils ont voté une mesure issue de l'affaire Benalla, puisque les sénateurs ont renforcé le contrôle des activités privées des collaborateurs du président de la République et des cabinets ministériels. Le gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, estimant qu'un décret du Conseil d'État devait préciser les postes concernés et pas seulement les collaborateurs de l'Élysée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.